D'abord, Molina, d'avoir bien voulu me contacter un jour d'accord, un jour trop peu, nous venir nous parler. Il passait par là, à Marseille, enfin, il aurait pu ne pas s'arrêter, mais je vois que j'ai voulu un plus jour qu'il s'arrête pour lui parler de cette libération. C'est un mal très profond, et peut-être que vous ne connaissez pas très bien. Molina est un philosophe, et je crois que c'est un des meilleurs analystes politiques à l'heure actuelle pour la situation mondiale. C'est ça. Et je peux dire qu'il passe cette conférence, et en gros, je crois que le grand mal dont nous souffrons à l'heure actuelle, en France, c'est que la majorité des Français, la grande majorité des Français, voient la situation actuelle, sont persuadés que l'alternance jouant, un courant dans quelques années, dans quelques mois, peut-être, bénéficier d'un régime qui sera favorable et qui représente. Nous, avec le Français, nous ne pensons pas, nous ne croyons pas, nous sommes persuadés que nous restons dans le régime, donc les conférons les mêmes institutions, quels que soient les hommes, notre France, par la dégradation de la France grâce à cette contrainte. Je ne parlerai plus, vous aurez à la suite de l'exposé concret là, je vous pourrais vous poser toutes ces questions du vrai auxquelles je répondrai. Et je le vois. Merci. Mesdames, Messieurs, donc, cette occasion m'est donnée après 2 ans d'absence de Marseille, vraiment. Et cette occasion me permettra de faire le point sur la situation normale dans le monde, comme M. Chauvet vient de le dire, mais enfin, une espèce de comparaison que je suis amené à faire chaque année, chaque semaine, dans mon New York, où je réside habituellement. Et justement, j'habite dans un pays qui se réclame du libéralisme le plus total. Cela est inscrit sur le drapeau, si vous voulez. Bon, moi, bien entendu, mais la musique est le pays du libéralisme classique. Et je viens donc, toujours vers cette époque, en France, où depuis 4 ans, je trouve le socialisme également parti de M. Mitterrand, et cela donne quand même une occasion à faire des comparaisons entre les deux régimes. Et une de ces comparaisons, c'est justement que les régimes se ressemblent, étant donné que le libéralisme tel qu'on le pratique aujourd'hui et le socialisme tel qu'on le pratique dans l'Europe occidentale se ressemblent comme des frères jumeaux et qu'il n'y a pas une très grande distance de l'un à l'autre. Je dirais même que le socialisme est une espèce de version organisée du libéralisme et que si on parle de libéralisme, ou bien on retrouve les mêmes idées, les mêmes idéaux que l'on retrouve dans le socialisme également. Bon, vous direz que le socialisme vécu, comme vous le disiez, est le mal. Moi, je vous dirais que le libéralisme tel que nous le vivons aux États-Unis est vraiment le mal, et que, encore une fois, sans prétendre qu'il n'y ait pas de différence entre les deux, je retrouve finalement de la même chose. C'est que le libéralisme et le socialisme sortent, philosophiquement parlant,
des mêmes origines, des mêmes sources. Et je crois que lorsque nous parlons de la démocratie libérale, ou de la démocratie socialiste, nous disons bonnet blanc, blanc bonnet, et finalement, ça revient au même, et nous acheminons vers une espèce de forme, nous disons déjà peut-être, où les deux choses, on ne peut pas distinguer entre ces deux réalités. Quand je dis source et origine philosophique, je pense surtout au XVIIe siècle, notamment l'Angleterre, mais aussi la France, où les bases de ce que nous appelons aujourd'hui le libéralisme économique a été jeté par des philosophes, par des penseurs facilement identifiables, et qui se poursuivit au XVIIIe siècle, au XIXe et au XXe. Nous avons là 4 siècles de libéralisme classique, que des penseurs aussi astucieux et aussi profonds que Tocqueville, lui-même libéral avec les arrière français, ont parfaitement identifié, notamment, et ce n'est pas par hasard, dans ses voyages en Angleterre et aux États-Unis. Et que d'autres voyageurs avant et après Tocqueville ont également perçu, et ce que j'aimerais un peu quelques minutes vous retracer. Au fond, ces philosophies libérales de dire que, au lieu des vertus chrétiennes en vigueur jusqu'à la Renaissance ou jusqu'à la Réforme, se sont transformées surtout dans l'Ouest européen, et que, à partir du XVIIe siècle, lorsque la Réforme a pris son essor, et lorsque la Réforme, avec une certaine idéologie sous-accompagnée, a pris corps justement en Angleterre avec le puritanisme, et on peut définir, donner la formule pour suivre l'égoïsme, évidemment, le christianisme condamne. Cet égoïsme n'est pas un mal, parce que finalement la vertu communautaire est la somme des égoïsmes individuels. Et je crois avoir, à cette formule, de résumer toute la chose, et il y a en effet des fables rédigées au XVIIe siècle d'année, où on disait que, avec la fable des abeilles, notamment de Mandeville, des penseurs anglais de ce temps, que la somme des égoïsmes individuels est finalement le moteur de la société. Et que la vertu sociale communautaire sort de ces égoïsmes individuels. Au siècle suivant, donc au XVIIIe, Adam Smith, qui est le fondateur véritable et le plus connu du libéralisme économique, n'a fait que rendre, formuler économiquement la même chose. La libre entreprise consiste à ce que chacun fasse de son mieux pour s'enrichir. Vous voyez ici, c'est une des doctrines du libéralisme tel qu'on la pratique encore aujourd'hui. Donc il a donné une formulation économique à cette même pensée. Donc la libre entreprise consiste à faire de son mieux pour s'enrichir, et la richesse ainsi produite créera la prospérité de tous. Alors évidemment, ceux qui ne sont pas capables de concurrencer les autres, qui sont mis à l'écart par cette concurrence maintenant glorifiée, eh bien, on en sera des pauvres officiels, mais la société aura toujours assez d'argent, non pas l'État, mais les riches, les possédants, disposeront toujours d'assez de fonds pour maintenir les pauvres dans des maisons spécialement désignées pour eux,
et que les pauvres vivront finalement par la santé publique, mais non pas au tapis. C'était une façon pour l'Église de se dédouaner par rapport aux pauvres et éventuellement par rapport au christianisme. Et puis, au XIXe siècle, il y avait John Stuart Mill. Vous voyez, il faut toujours parler des anglo-saxons, que soit c'est quelque chose des Anglais, et lorsqu'on retrace juste très brièvement l'histoire des Verrouilles, qui alors raffinait encore cette théorie en disant que il ne s'agit pas que d'une théorie économique, il s'agit d'une théorie philosophique, disait encore une fois John Stuart Mill. La société est pluraliste dans ce sens où chacun fait de son mieux pour se débrouiller, point de vue économique, mais dans tous les autres domaines, et la limite à cet enrichissement, à ces droits presque, presque illimités, la limite quand même, c'est le bien-être du voisin, parce qu'il ne faut pas empiéter sur le domaine du voisin, la liberté du voisin. Et c'était en effet exprimé l'idée centrale du 19e du libéralisme du 19e siècle. Survenait l'école autrichienne, dont le représentant le plus en vue aujourd'hui est Frédéric Hayek, qui dit finalement la même chose, c'est-à-dire que la liberté, étant donné la liberté économique, le reste suit une société heureuse, une société où la famille est à l'honneur, mais où finalement les vertus publiques n'existent pas que justement par rapport à la liberté économique. Et c'est ce sujet-là qui a été poussé à toutes les extrémités aux États-Unis, qui sont d'ailleurs qui ont été fondés par les puritains qui apportaient les idées dont ils parlent de l'Angleterre et qui nous ont établis en Amérique. Et nous vivons encore, du moins officiellement aux États-Unis, sur l'acquis de ces idées-là. C'est-à-dire que la libre concurrence est qui établit le bonheur de Christ. Et c'est pour cela, finalement, que la politique étrangère américaine aussi a créé les conditions partout dans le monde, sur la planète, les conditions économiques de la démocratie libérale. Et en quelques mots, peut-être résumer la politique de l'essentiel de ce qui fait les États-Unis. Donc, encore une fois, établir partout la libre entreprise en Afrique, en Asie, partout, pour que la société devienne démocratique, libérale, et que le monde devienne lui-même assuré de progrès économique, le droit de l'homme, pluralisme social, pluralisme religieux et tout le reste. Vous direz que c'est une philosophie assez forte, assez quelconque, qui n'est pas capable d'enthousiasmer l'humanité partout sur la planète. Et en effet, c'est vrai. Mais étant donné que les anglo-saxons ont aujourd'hui une espèce de monopole de pouvoir et de philosophie même, et surtout évidemment dans la langue libre, cette philosophie-là, qui est prêchée par les délégués du gouvernement américain à Genève, ailleurs, à l'ONU, partout, voilà, cela est devenu une espèce de philosophie commune à l'humanité. Et l'humanité qui ne prend pas la peine d'examiner ces idées, de revenir aux sources, parce qu'il y a une espèce de l'illusion qui descend partout comme un rideau et qui ne permet pas qu'on l'examine. Parce que ceux qui voudraient examiner les origines et le développement de l'idée est tout de suite accusé d'être marxiste, de droite fasciste, qui est intéressant aux États-Unis que si on n'est pas démocrate libéral selon cette formule, eh bien, on tombe dans le vieux fait.
le succès de cette formule, c'est-à-dire de la démocratie libérale, a été finalement réalisé par une espèce de transformation des institutions. Nous savons tous que l'Europe, disons, classique, l'Europe médiévale, post-médiévale, a vécu sur les vertus sociales, du moins affichées, même si pas toujours vécues, bien entendu, ces vertus ont fait des institutions. Il est inutile de vous rappeler quelles étaient ces institutions. Or, la démocratie libérale a changé finalement les institutions. L'ouvre n'importe quel niveau sérieux sur l'Europe très moderne, c'est-à-dire avant le XVIIIe siècle, on a les surtout, et on trouve des institutions comme l'Église, comme l'État, comme les corporations, une espèce d'image que nous avons lorsque nous pensons au temps prémoderne. Or, une espèce d'analyse, d'examen des institutions d'aujourd'hui nous donne les institutions suivantes. Nous avons les partis politiques, qui nous disent de dire que c'est une invention du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle, on entend juger si c'est bon ou mauvais. Ce sont des institutions sans lesquelles aujourd'hui on ne peut pas imaginer la vie publique, la vie politique, la vie de tous les jours. Eh bien, au parti politique, les entreprises géantes surtout, qui fournissent une espace la scène, les groupes de pression, on n'a jamais pensé à donner le statut d'institution ou de fonction. Or, il faut remonter encore une fois aux origines des États-Unis pour trouver que cela a été voulu. Les pères fondateurs de la Constitution et du mode de vie américain pensaient que nous voulions surtout éviter le règne des partis politiques ils connaissaient quand même de leur terre natale, les conservateurs historiques et les libéraux vides, et bien ils voulaient faire table de ces partis, de façon à désamorcer la vie politique de la vie de parti, et ils ont donc inscrit, cela est inscrit dans la Constitution américaine, ils ont inscrit à utiliser les groupes de pression dans le plus grand nombre possible. Parce que j'ai vécu, que d'abord les groupes d'oppression sont toujours des groupes uniquement momentanés, temporaires, représentant tel ou tel intérêt, et que leur multiplication fera que la vie publique sera en effet inutile, mais ne sera pas fondamentalement dominée par des partis. Ce n'est pas une mobilité. Seulement, on a oublié. Avec le temps, les choses se développent, le temps dynamique, les choses se développent dans le contraire de ce qui nous a dit. Les groupes de pression sont pas seulement dominés, ne dominent pas seulement les partis politiques eux-mêmes, mais les partis politiques eux-mêmes deviennent des groupes de pression. Donc il est très difficile pas de maintenir la ligne de démarcation exacte entre groupes de pression et partis politiques. Donc aujourd'hui, on ne sait pas exactement si tel parti n'est pas un groupe de pression ou tel groupe de pression n'a pas la puissance de tel parti. Je peux vous en donner des exemples plus tard. Autre institution, à côté du parti politique, les entreprises géantes pour les groupes de pression, et notamment les syndicats, que nous connaissions dans l'Europe très moderne comme corporation, mais aujourd'hui, le syndicat avec encore une fois une espèce d'osmose avec les partis et les groupes de pression. Puis, nouveau-né de toutes les groupes de pression, les médias, beaucoup depuis une trentaine d'années, depuis que la télévision a presque pris le rôle déjà ancien de la presse ici. Par conséquent, encore une fois, une groupe de pression extraordinairement puissante. N'oubliez pas que la télévision, notamment aux États-Unis,
est une télévision privée, donc pas du tout d'État, et vous disiez, moi, ça représente alors une espèce d'indépendance vis-à-vis des groupes de presse. Mais au contraire, justement, les choses étant ce qu'elles sont, les médias sont devenus des partis politiques, avec infiniment de puissance que les partis politiques eux-mêmes. Parce que les partis, finalement, n'ont accès à la population que le patron ou au moment de l'élection. Tandis que la télévision ne passe 24 heures, c'est 24 heures, et aussi vous martèle les idées ou les non-idées dans le cerveau et dans le subconscient du public. Donc, c'est une illusion de ne pas le compter parmi les professions. Et finalement, nous découvrons qu'il faut ranger l'université en tant que telle parmi les médias, enfin une sorte de médias, parce que les conditions sont réunies. Il y a d'abord une masse d'étudiants, et je vous parle de centaines et de centaines de millions, pour ne pas dire aux millions, par définition financière, toute masse, avec des idéologues qui nous manœuvrent, j'ai nommé par le serviteur, et avec un retentissement extraordinaire sur le public, ou la politique de l'État, ou bien des entreprises et des autres, donc des autres institutions. Alors, il est quand même curieux de voir les quelques exemples que je viens de donner ne s'appellent pas officiellement institutions. Quand on dit institution, on pense toujours au tribunal, famille, gouvernement et ainsi de suite. Mais il faut se rendre à l'évidence. Ce sont des institutions, même s'ils ne disent pas, ne s'appellent pas, ne posent pas pour cette étiquette. Alors, la démocratie libérale a donc enlevé l'aspect extérieur et intérieur des institutions, et à travers ces institutions qu'elles dominent la vie publique et les mentalités. Donc, il y a d'abord les bases de libéralisme pour cela. Voilà ces institutions auxquelles on pourrait peut-être ajouter d'autres. Maintenant, c'est la structure pour vous indiquer le changement de changement public, n'est-ce pas, de la vie publique ou de la vie publique en général. Tout cela est déjà l'origine de cette idéologie, origine que j'ai formulée comme la somme des égoïsmes à résultat l'harmonie publique, à tous ces égoïsmes finalement, quand les concurrents le veuillent ou ne le veulent pas, ont comme résultat une forme d'harmonie publique. Dans l'harmonie publique, notez que le terme bien commun n'est plus utilisé. Ce terme a été écarté, encore une fois, sans qu'on le veuille, mais il est évident que le bien public. Et si vous êtes bien public, aurait comporté une espèce de non-compréhension de la part du public déjà transformée, déjà idéologisée par les institutions que je viens de vous rappeler. Cela, on ne s'en aperçoit pas. Et vous le conduisez dans ce milieu, et vous divisez tout pour moi. Et c'est quoi en France, c'est pas ce mais lorsque l'étranger, avec une intelligence remarquable, arrive, notamment Solzhenitsyn, qui arrive dans l'Occident il y a 11 ans, parce qu'au niveau de sa vie, il est aujourd'hui installé, mais il voit comme l'enfant qui constate que l'empereur est nu. Il constate qu'il n'y a pas de bien public. Notre vient de pays, ils n'ont pas de bien public. Par définition, il y a des biens du parti. Et le parti le dit clairement. Il n'y a pas de bien public national, mais il est sensibilisé pour constater que ce bien public n'existe pas non plus dans l'Occident, dans la nuit qu'il a choisi, où il a choisi de vivre. Et il a dit cela il y a quelques années, au moment où il y avait un procès fait à un des
Et on enfin quelqu'un qui a saboté les efforts d'armement de la politique française, en cause de l'environnement, et où le juge qui était censé par condamner personne a dit qu'il n'y a pas d'intérêt national, il n'y a pas d'intérêt national, l'intérêt ou le droit individuel prime l'intérêt national. Bon, Solzhenitsyn a fait un bon tour de dénoncer ces contretemps, mais voilà, c'était exactement le propos du juge, le verdict du juge correspond exactement à ce que je disais. S'il n'y a pas l'intérêt national, au grand maximum, le produit des égoïsmes privés. Intérêt individuel, autant d'intérêt individuel que de l'individu, que du citoyen, et éventuellement la somme de ces intérêts fait quelque chose comme intérêt national, mais le bien, l'ancien bien commun, et même le nouveau intérêt national, reste en arrière des droits de l'individu de faire comme il veut. Donc le libéralisme démocratique, la démocratie libérale n'est pas seulement une doctrine économique, mais elle pénètre partout, notamment dans la vie civile, dans la vie nationale, dans l'intérêt de l'État, dans tous les domaines, y compris les domaines culturels. Et au fond, cela, c'est la concurrence. C'est le principe de concurrence que je cherche à affirmer. Le principe de concurrence, parce qu'évidemment, l'égoïsme individuel, ça correspond à un principe de concurrence, de compétitivité, et cela, dans la société libérale, est comme une espèce de valeur suprême. Lorsqu'on dit liberté, alors évidemment, aux États-Unis, en France, cela était tenu sur le véritable drapeau, par la liberté, la liberté. Mais lorsqu'on parle d'abord de la liberté, ça dépend de ce que vous mettez. Le salut côté libre de tyranniser la population. On est donc en face d'un néant quand on dit que la liberté est une valeur. La liberté n'est pas une valeur. La liberté est un instrument qu'on utilise pour le bien, pour le mal, pour la différence. Mais en disant liberté, finalement, on entend par là la liberté de concurrence. Donc, tout le de principe qui, à l'origine, était un principe économique, à partir du système surtout du siècle, mais qui finalement a été traduit pour valeur, traduit en valeur, en liberté non seulement économique, mais liberté politique, mais aussi liberté culturelle, liberté du culte, n'est-ce pas? Et nous avons là, alors, l'origine de notre pluralisme, qui est un autre mot miraculé, la liberté de culte, la liberté de choix. Alors, ce que vous choisissez est par définition sacralisé, et si vous choisissez quelque chose justement de non sacré, dans une façon, mais il est évident que au nom de vous ne pouvez pas vous opposer contre cette liberté désacralisée au nom de quelque chose de sacré. Tout est permis, tout est possible. Et c'est ainsi, au fond, que je constate encore une fois cette année, en venant en France, que le mot pluralisme est en train de passer dans les mœurs, dans le vocabulaire public et privé. On dit pluralisme. C'est beau, parce que ça veut dire que tout le monde a voix chapitre. Évidemment, pas du tout. Cela veut dire que les pluralistes ont droit au chapitre. Mais ceux qui sont pas contre ce pluralisme, que nous voulons dire, contre la liberté en tant que telle, même nous voulons dire, alors au nom de pluralisme, on vous impose une idéologie, n'est-ce pas, qui est chaque jour plus réfléchie, plus étroite. Et ce sont les grands formulateurs, les grands définisseurs
qui définissent ou formulent le pluralisme, comme ce sont également les grands éditeurs qui formulent le sens de la liberté. Donc, avec ces mots merveilleux, avec ces termes sur lesquels on vit depuis au moins 200 ans, et la Révolution française ne peut pas rien à inventer égalité, fraternité, liberté, mais nous vivons encore toujours ces slogans-là, mais qu'on cherche à définir comme on veut, c'est-à-dire toujours selon une idéologie qui s'est dégradée depuis 1989. Comme nous vivons toujours sur cette double héritage de la Révolution française, et c'est même une révolution finalement libérale, et sur son l'État lui-même, n'est pas l'idéologie qui venait de Jean-Anglo-Saxon, mais qui avait quand même la même origine dans la réforme, idéologie anglo-saxonne qui, au nom de la liberté d'entreprendre économiquement, a extrapoler cette liberté dans tous les autres domaines. Ainsi, nous avons aujourd'hui une semblable liberté, mais qui se rétrécit toujours davantage. Même plus loin. L'idée est plus de concurrence, idéologie de concurrence, et idéologie par conséquent de la concurrence des égoïstes. Il doit dire finalement, il devra, Marx pensait avoir inventé le terme et les communistes ont pensé pratiquer la doctrine. Mais finalement, lui devra, c'est encore un héritage libéral, parce que si tout le monde n'oubliait pas que au Moyen-Âge, je ne dis pas que dans chaque cas, mais il y avait quand même un principe actif sur lequel les autorités civiles et spirituelles veillent, l'Église et l'État, de le dire la coopération entre corporations et les entreprises, enfin les maîtres. Il y avait là, en principe, une espèce de désamorcer, il faut pas de désamorcer toute éventuelle concurrence et lutte radicalisée entre corporations et le maître. Mais avec l'arrivée de libéralisme de discussion commerciale, nous avons justement l'idée que l'harmonie sort du conflit. L'harmonie sort du conflit, encore une fois dans l'idéologie anglo-saxonne, dans le sens où les égoïsmes nous donnent une sorte d'harmonie qui remplace de l'ancien bien commun. Mais on pousse un tout petit peu plus loin pour même concurrence. Vous avez la dialectique hégélienne qui fait que la synthèse sort du conflit entre terre et terre. Donc Hegel lui-même n'était pas totalitaire dans le sens de Marx, mais vous pouvez aussi vérifier un peu de cet héritage libéral. Et alors, sur 20 Marx, il ajoutait, si vous voulez, l'exaspération de ce conflit, lutte et classe, mais qui est finalement fondé sur le même principe que le libéralisme lui-même. Donc, de ce conflit des intérêts, que ce soit entre concurrents économiques, que ce soit entre concurrents ou tout à fait ennemis de classe, eh bien, nous avons la lutte de classe également pour toutes les mêmes origines nous rencontrons tous. Pour tout ça, c'est finalement le marxisme et le communisme sont aussi des dérivatifs de cette idéologie libérale. C'est pour vous dire que finalement, nous sommes très à l'espoir dans une espèce d'idéologie totale ou totalisante, et que même en sortant du libéralisme jusqu'à on tombe assez facilement, je dirais même automatiquement dans le socialisme nucléaire, et vice versa.
Je crois que cette navette entre les deux, c'est une fausse conception, parce que les deux écoles, les deux idéologies donnent finalement les mêmes résultats et que pendant un septennat, vous avez l'un et dans l'autre, vous avez une autre espèce d'idéologie qui porte notre nom, mais qui finalement revient au même. Maintenant, c'est plutôt de concurrence et que tout cela est économique, parce que la base est toujours économique, écarte entièrement d'oublier toutes les situations morales. Dans tout ce que j'ai dit jusqu'ici, la morale n'a joué aucun rôle. Parce que, justement, si vous adoptez cette idéologie, que la thèse c'est que nos pays s'appellent socialistes à la manière occidentale, donc démocratique, ou libéraux à la manière également occidentale et démocratique, tout cela est constitué en une idéologie dont l'autre versant est la privatisation de toutes les institutions qui ne font pas partie de ma vie. Donc, institutions, partis politiques, syndicats, associations mondiales des côté, mais toutes les autres institutions. Et en premier lieu, l'institution qui s'appelle Église, c'est-à-dire le pouvoir spirituel qui a été le grand héritage de l'Occident. Ces institutions-là, l'Église, n'a pas été désamorcée directement, comme cela se passe depuis une soixantaine d'années dans l'Union soviétique et dans les autres pays communistes. Ils veulent les étapes. Mais quelles étapes? Les étapes libérales. Le libéralisme poursuit le même chemin, mais avec peut-être plus de d'inhibition, avec plus de statut, mais finalement, c'est la même étape. C'est écarter les anciennes institutions de la République en leur donnant la liberté de faire comme elles veulent. Donc, de ne pas associer le pouvoir spirituel au pouvoir temporel, qui a toujours été la grande politique occidentale, mais d'écarter le pouvoir spirituel en le dotant d'un statut spécial, le statut d'institution privée, parce que finalement, c'est pas la liberté du culte. La première chose de la démocratie espagnole après la mort de Franco, c'est d'instituer la liberté du culte. Ce qui veut dire non seulement d'instituer la liberté du culte, mais d'enlever au pouvoir spirituel qui a créé en grande partie l'Europe, c'est notre civilisation, de lui enlever tout pouvoir. Parce que si vous privatisez quelque chose, c'est que vous le contrôlez. Vous en faites quelque chose de moins important qu'il l'était. Alors nous avons ici donc la séparation de l'Église de l'État, une des grandes réalisations du libéralisme et de la démocratie, mais qui au fond correspond à la substitution de l'Église, du pouvoir spirituel traditionnel, par autre chose. Par une autre religion, finalement, par une autre religion, idéologie ou pas idéologie, mais qui n'est certainement pas l'Église. Alors, cette privatisation, que l'Église, même aujourd'hui, surtout pas aujourd'hui après le Concile, dont l'Église ne veut pas se rendre compte, parce que si l'Église se rendait compte de ce qui arrive depuis le Concile, et surtout depuis la deuxième grande révolution de le Concile Vatican II, si l'Église voulait devenir consciente de ce qui lui arrive,
c'est-à-dire la privatisation, la séparation nette, catégorique et radicale entre elle-même et les autres pouvoirs qui considèrent administratifs, eh bien, elle devrait dire non. Mais comme elle ne veut pas dire non, comme elle est déjà conditionnée par la politique libéralo-socialiste et notamment pluraliste, elle cherche à sacraliser, si vous voulez, la démocratie comme une espèce de moindre mal. Parce qu'en disant, en faisant partie de ce monde merveilleux, où toutes les libertés sont assurées, on a, le sentiment qu'on participe au progrès du monde moderne. Et c'est ça, finalement, l'extension du modernisme tel que Saint-Philippe, ou avant lui, ou d'autres qu'on définit. Donc, cet établissement de nouvelles institutions nouvelles, que je viens de rappeler, et qui ne portent pas encore le nom d'institution, parce que là, on peut y avoir. Si on donnait à ces partis politiques, universités, médias, tous les médias, le nom d'institution, on pourrait les contrôler. Parce que là, le législateur aurait quand même un pouvoir sur eux. Mais comme ils ne sont pas protégés par la loi, évidemment, parce qu'ils ont une telle puissance, l'institution puissante est toujours identifiable par le fait qu'elle n'est pas suivante en loi. Eh bien, aujourd'hui, les médias, surtout dans l'Amérique riche, mais sur la génération, les médias ne sont pas finalement contrôlés par le législateur. Alors, démocratie partout, mais non pas sur les médias, parce que le monde ne serait pas institutionnalisé, c'est-à-dire ne serait pas attribué au contrôle du législateur. En fait, on les a donc, on ne les appelle pas institutions, mais ils remplissent le rôle d'institution, mais cela veut dire qu'on a enlevé ce même rôle et ce même nom aux autres institutions qui, traditionnellement, ont été les piliers de l'Occident, donc notamment l'Église. Donc l'Église privatisée, l'Église, disons, rendue autrement dit, à l'Église, que, bon, vous n'avez plus la même puissance, mais sur le livre des idées, vous pouvez concurrencer les autres religions. Et qu'est-ce que ça veut dire? La religion est une chose publique, avant tout, et surtout dans les matières, il ne faut pas avoir plusieurs signes dans la même entité, dans le cadre de la même nation, de la même entité culturelle, historique, traditionnelle. Donc, en disant que vous êtes libre, ou église, on accorde la même liberté au sexe. Alors, quel sexe? Bon, il ne s'agit pas de n'importe quel sexe, c'est-à-dire il s'agit même des sexes assassines, qui en partie la liturgie, la cérémonie et le credo, c'est d'assassiner des prophètes. Cela est arrivé dans la Guyane du pays il y a quelques années, où un monsieur a empoisonné, au nom de la cyanure, à milliers de personnes de ses fidèles. Ils sont morts dans l'agonie à pour en France. Alors, tout est possible. Les fidèles du révérend Moon, que vous avez aujourd'hui en France aussi, sont aussi libres de l'eau. Voyez, c'est finalement le principe de la libre concurrence. Seulement, la libre concurrence se dit que c'est toujours l'intérieur qui l'emporte. Il ne peut pas passer aux lois de l'histoire, c'est l'intérieur qui l'emporte. Mais non seulement l'Église a été inactivée, mais aussi le monde de la culture. Donc, précisons, parce que c'est aujourd'hui surtout un mot extraordinairement vaste et qui ne recouvre finalement rien. En recouvrant tout, il ne recouvre finalement rien. Mais justement, dans le cadre de la France, de Paris,
qu'est-ce que ça veut dire la liberté de la le bien commun, parce que le bien commun est en compte difficile, pouvoir que tout le bien commun est surtout, ce n'est pas seulement en politique que le bien commun doit être défini et protégé, mais aussi en morale et en économie. Alors, on ne peut pas, au nom du bien commun, construire tout le temps de parce que cela défigure le bien commun. Je dis bien, défigure le sens objectif de la population qui doit être protégé au même titre que le sens spirituel. Lorsque nous parlons de civilisation, nous parlons d'une succession de styles, que ce soit une romane, gothique, renaissance, classique, baroque, ou ce que vous voulez. Le baroque, le rococo, le classique, ce n'est pas seulement un style national, c'est aussi un style de pensée. Ce sont des philosophes. Pascal est inséparable en tant que philosophe. Molière en est inséparable. Tous les grands écrivains, grands penseurs, grands philosophes ont exprimé non seulement leur propre idée, mais aussi l'idée de leur civilisation. C'est ainsi que ces civilisations se sont considérées en une forme, si vous voulez, exécutive. Pour faire plus de ces critiques, c'est encore une fois bâcler le bien commun. Mais on privatise ce bien commun en lui donnant une espèce de possibilité de concurrence aux autres et, bien entendu, le plus fort de tout le l'emporte. Il faut alors là, n'est-ce pas, ce ne sont certainement pas des considérations et surtout, ils sont surtout vides pour les considérations économiques de population, entre tout ce que vous voulez, ou de style, on invite M. Kay, sino-américain, à construire une pyramide symbole de la franc-maçonnerie en plein cœur de Paris. Si vous pensez que c'est par hasard, je ne sais pas ce qui se passe dans le pays de tel ou tel grand commis de ce pays, mais ça ne peut pas être par hasard, au cœur même de la France, au cœur de Paris, parce qu'on fait une espèce de pyramide pour le symbole, non pas de la France, mais de l'Empire. Je vous parle, dramatiser la tour. Mais il est certain qu'une armure a été rompue quelque part, justement parce que les présidents de la République, les conseillers du président, ils n'ont plus le souci du bien commun et qui tout facilement fragilisent ce nom du bien commun en matière de construction, symbolique, que dans une autre politique, disons, de la force-frappe. Mais c'est aussi une force-frappe. Je voulais que c'est une anti-force-frappe que de dire aux Français que finalement, tout ce que les générations ont construit autour, dans disons, le carré du Louvre, le carré, tout l'ensemble de Louvre, peut être à n'importe quel moment interrompu par tout à fait autre chose. Parce que c'est le bout du moment, parce que c'est le bout d'un Malraux ou d'un Mitterrand, donc ce n'est plus le bien commun. Donc il y a là, encore une fois, un effort d'écarter le bien commun et de créer la concurrence à la place de ce point. Ce ne sont que deux exemples de la privatisation des anciennes institutions, mais deux exemples quand même de taille, parce qu'il s'agit donc de la vie spirituelle d'une communauté, d'une nation, et de l'autre côté, de force excessive d'une nation, force excessive par laquelle cette nation s'exprime autant que par la spiritualité. Mais c'était la suite, justement, de la théologie libérale,
de dire que finalement, vous êtes libre de faire n'importe quoi, à la condition que vous ayez soyez capable de concurrence pour l'autre. Et en concurrençant l'autre, la concurrence, autrement dit, la libre est devenue la valeur suprême, et justement, ce n'est pas une valeur de c'est une méthode, une technique pour se utiliser dans n'importe quoi. Aujourd'hui, pour ne pas que cette nouvelle valeur, liberté, concurrence, n'est jamais utilisée à de bonne fin, mais il est naturel que cette concurrence n'est pas établie pour en but de créer quelque chose de bien, parce qu'on pourra, il faut construire une autre idéologie. Alors, quand les églises, n'est pas non seulement les églises ont toutes les mêmes droits pour concurrencer de faire une production, dès qu'on est arrivé à faire une il est intégré par au nom du tour de la liberté que les sens de la pratique et les sens de l'avortement, comme pouvoir et dramatiser le choix de l'idéologie sur laquelle nous vivons et que nous choyons parce qu'on nous dit que l'idéologie contraire se fait le socialisme, le marxisme. Or, nous décernons là-bas une espèce de diplôme de compromis, un certificat de point de conduite, en disant que il vaut mieux avoir la liberté, mais la liberté quoi, la liberté de se réaliser quoi, que de ne pas l'avoir. Parce que le contraire de la liberté, c'est le travail, et le reste. Bon, c'est d'accord, c'est le travail, mais notre liberté, nous l'utilisons également pour nous rendre esclaves avec cette série de nouvelles institutions et avec le force d'écarter les anciennes. Alors, comment cela se présente plus particulièrement aux États-Unis et plus particulièrement en France, où je peux me permettre de faire une espèce de comparaison. Alors, une des choses que je constate chaque année, donc, quand je viens au mois de mai des États-Unis, c'est que les deux ressemblent de plus en plus. Et que je n'arrive pas. Donc, si je ne savais pas où j'étais, parce que mon billet d'avion me dépose dans un aéroport tel ou un autre, je pourrais facilement, pendant 24 heures de vie, je ne participer la maison. Je ne mets pas en cause l'influence américaine de la France, en particulier sur l'Europe en général. Je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise influence. Je constate qu'il y a une espèce de rapprochement, mais une identification des deux. C'est ce qu'on appelle civilisation atlantique, civilisation propriétaire réelle, société de consommation, et il y a pas mal d'ouvrages pareils chaque année, qui sont en France, pour battre pour faire américanisation, cette industrialisation à outrance, cette consommation à outrance, mais encore une fois, c'est toujours au nom de la liberté, parce qu'au nom de quoi pourrait-on interdire aux consommateurs individuels de ne pas vouloir sur les gadgets possibles, n'est-ce pas, une soirée, se priver de quelque chose d'essentiel, parce que cela est devenu, il me faut de vous dire, cela est devenu une partie intégrale de notre mode de vie. Bon, alors c'est au problème aux manifestations de ce libéralisme culturel spirituel dans les domaines qui ne sont pas encore jugés l'Amérique de la France. J'allais dire que l'enseignement a été totalement politisé aux États-Unis. Comment aussi, c'est une autre. Ce n'est pas la politisation. C'est pour vous, finalement, les partis comme quand même
n'intervient pas dans le groupe des épaules des difficultés, mais que justement les groupes de réflexion qui en proviennent et qui ne ont pas, en fait, au nom de la liberté de l'enseignement, la liberté est encore une fois la cause de mort et le plus fort l'emporte. Parce que parmi vos égaux, je dis bien, le groupe de réflexion soit différent de l'autre, toujours petit à petit fort, de peut-être les pères fondateurs de la lutte, la liberté, on est au niveau de la culture humaine étant, elles sont, il y a un dynamisme dans les groupes de pression, et ce fait que le petit contrôle, l'autocontrôle qui joue dans le cas des partis, qui doivent être quand même présentés, qui doivent se présenter pour l'électorat. Or, le groupe de pression n'a aucun besoin de se présenter pour l'électorat. Le groupe de pression là, où l'électorat, les consommateurs, les étudiants, les spectateurs de la télévision, eh bien, la politisation se fait par groupe de pression. Pour citer de notre différence, mais l'école est politisée aux États-Unis, seulement, toutefois, on va dans le sens des partis politiques, des partis communistes, mais cela est entièrement politique. Il y a ce qu'on appelle, et je crois que le terme vient de la contre-culture, donc donnée à ce que ces chercheurs ont utilisé comme l'absence du bien commun esthétique. La contre-culture, ça veut dire que tout est possible. Que toutes les, soi-disant, créations possibles, que ce soit sur l'autoroute humaine de Barcelone à la frontière, ou pays de partout, enfin, c'est crachats, des instructoires, ce qu'on a dit d'ailleurs à Paris, sous les Champs-Élysées il y a quelques années, donc des statues, des formes, difformes, qui peuvent signifier tout n'importe quoi, mais qui, dans leur présentation, sont justement effrayants. Et pour ça, au fond, le centre de Pompidou, pour bien se poser tout à l'heure, la vision, c'est effrayant. Ce n'est pas seulement divin, ce n'est pas seulement contre-architectural, c'est effrayant. Et c'est ça, finalement, qu'on fait à payer, parce que tout comme les textes qui assassinent leurs fidèles, si on donne la liberté entière du culte, la liberté esthétique entière mène finalement à l'art appartient, c'est-à-dire à l'art effrayé. Vous pouvez pas facilement trouver des exemples dans la littérature aujourd'hui et encore une fois dans votre culture. La criminalité aux États-Unis qui a précédé la criminalité qu'on voit aujourd'hui en France, cette criminalité n'est pas supprimée toujours au nom des droits de l'homme, que je disais justement à les cours de leur fait sont vandalisés chaque matin, jusqu'au point où pas un centimètre carré dans les rames à l'intérieur et à l'extérieur ne reste sans être crayonné par une couleur, par une forme, de l'on ne suffit pas, parce que on ne peut pas quand même étouffer la créativité chez les jeunes voyous, les candidats, et que la ville de New York dépense $1 million chaque année, rien que pour nettoyer chaque ligne orale, et le lendemain matin, ça recommence de la même manière. Donc là encore, vous voyez le non-souci de la éthique du bien commun aujourd'hui, et le non-souci du droit, du simple droit, nous parlons toujours de l'état de droit. Et le droit, lorsque les tribunaux n'ont pas condamner des infractions pour non seulement pour votre honneur, mais tout simplement pour toi, pour ton éthique. Donc cela, ce sont quelques fruits
libéralisme ambiant qui laisse faire dans tous les domaines, et aussi culturel, littéraire, qu'est-ce que je constate justement du côté de la France? Mais pour difficile de faire la part de la France en guillemets, voilà, c'est toujours aux États-Unis. Tyrannie des médias, vous savez ce que c'est, seulement les libéraux, par contre, les libéraux dans le sens de fiscal, correcteur, carrière du terme, cherchent à libéraliser, c'est le mot, notamment la télévision, enlever la télévision à l'État pour la rendre libre, c'est-à-dire objet de concurrence. Or, en Amérique, on a toujours plus une télévision libre, c'est-à-dire privée, mais là encore, la privatisation n'est pas la même que dans le cas de l'Autriche. Cette privatisation permet justement aux médias d'échapper au droit. Parce que personne ne m'oserait censurer les médias lorsque le mot censure est prononcé au sujet des médias. Je sais que dans tous les autres cas, le mot censure, sans être prononcé, est possibilisé. On a récemment censuré le discours du président Pétain. Alors là, c'est parfait, on peut censurer le président, mais on ne peut jamais censurer les médias. Et alors, ceux qui prononcent au terme, il faut venir Paris, et alors là, c'est impose un silence. Il faut permettre de censurer les gens, etc. La démagogie des partis est évidemment, on pense pratiquement aux États-Unis, les partis voulant pas se voir, mais les groupes de pression, comme je le rappelais tout à l'heure, même une démagogie, ils sont également au-dessus de la loi. Dégradation du langage, je tiens à mentionner cela aussi, parce que finalement, c'est par le langage qu'une communauté s'exprime. Et le langage qui est mal assuré, on en s'instruit, où on laisse faire notamment les étudiants et les écrivains sur faire comme n'importe quelle grammaire dernièrement j'ai vu dans le monde. On a tout d'un linguiste, un chercheur de théorie classique, qui disait mais que finalement, pourquoi avoir des règles de grammaire et partout? Il faudrait quand même simplifier le français, alors il serait fait, mais Rabelais, mais Fillon, mais Montaigne ne se sont pas servis d'une orthographe unifiée, c'est vous de n'importe quelle orthographe. Seulement, ce qu'il oublie, c'est que ce n'est plus le temps de Rabelais, de Montaigne et Bourguignon. Maintenant, on est passé par là, si vous voulez, la centralisation de l'orthographe, et que, à conscience, pourquoi revenir à l'anarchie dans ce cas? Mais l'anarchie, n'est-ce pas, que ce soit dans les choses spirituelles, que ce soit dans les choses culturelles, que ce soit dans les choses du langage, c'est bien que la terre, c'est une théologie, une loi de la cours, finalement, donc, au fond, je veux évoquer cette séance, de soit les mêmes développements, la même évolution, si tu parles de vous, de ce même libéralisme, et je cherche à faire comprendre que nous sommes de plus en plus uniformisés d'une autre solution, et que un jour viendra, s'il n'est pas déjà aujourd'hui, où on ne pourrait plus parler d'un côté et de l'autre de la pensée, que ce sera en effet une communauté, non seulement du point de vue stratégique et militaire, mais et politique, mais au point de vue culturel, au point de vue de cette liberté ou une valeur, le pluralisme dont j'entends, que je lis de voilà, en cours, le pluralisme adopté, le pluralisme racial, le pluralisme eh bien, on a des thèmes idéologiques pour deux côtés nouveaux. Alors, voilà ma conclusion. Ce n'est ni pour finir sur fini, parce qu'il faudrait passer par là justement pour sortir. On a les mêmes
les mêmes idées de propos, et je reconnais de loin en loin la largeur, l'ambiance que je croyais assez là pour faire la civilisation, et que cette civilisation devient unifiée d'une civilisation où nous vivons, que nous ne voulions pas, et dont il faudrait déjà entrevoir quand-même la fin, et afin de pouvoir poursuivre vers d'autres objectifs. Parce que maintenant tu fais les paroles que vient de prononcer à ce moment-là permettra à ceux qui ne font pas de réussir, il va certainement aussi, de poser des questions pour essayer telle chose qui me paraît par la suite des temps, et que le mort fait sa politique